Bonjour et bienvenue sur Lumière Spirituelle. Je m'appelle Charlotte Lesturgie et dans ce podcast, je vous invite à me suivre pour découvrir quelques passages, matière à réflexion, du livre d'Arthur Firstenberg, L'arc-en-ciel invisible, l'histoire de l'électricité et de la vie. Je suis restée bien quelques mois sans publier de nouveaux podcasts. Que pourrais-je dire à ce sujet ? Le syndrome de la page blanche ? Plus d'inspiration ? Sans doute qu'après avoir accumulé par le passé quantité de textes et tergiversé longtemps pour trouver un moyen de les publier, j'ai vécu ces 2 dernières années le rush de la publication de mes podcasts sur SoundCloud avec quantité de thèmes audio publiés en un temps record. Puis les choses se sont progressivement calmées. Je publiais mon dernier podcast sur le thème de la transfiguration en avril dernier et je dois dire que j'ai passé la fin du printemps 2022 et tout l'été à me demander qui des deux, de l'actualité du monde ou de mon évolution personnelle, me fournirait matière à ce déclic intérieur de vouloir me faire l'interprète d'une autre vision pour éclairer la vie humaine. Je veux dire par là une vision spirituelle qui inclut un monde créé par un esprit universel censé faire évoluer notre conscience au gré des expérimentations dans la matière pour aboutir à une recréation de nous-mêmes accompagnée en cela par le lumineux manteau du Christ revenu sur les nuées du ciel. J'ai parlé de ce manteau du Christ dans d'autres podcasts, en précisant qu'il ne s'agit pas là d'une allégorie, mais d'un fait qui correspond à la parole biblique « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Car il s'agit d'un champ morphogénétique de vibrations élevées descendues vers l'humanité pour lui permettre d'accomplir sa destinée. Destinée magistralement démontrée dans le livre d'Édouard Churet, Les Grands Initiés, qui m'a inspiré les 4 podcasts sous le titre collectif « D'où vient l'homme moderne ?» Ainsi donc, nous voici, hommes modernes, arrivés au terme de ce long voyage de quelques 26 000 ans. La boucle va se refermer durant l'ère du Verseau qui symbolise également un déversement spirituel sur l'humanité. Mais que se passe-t-il sur la Terre et dans le cosmos aujourd'hui, dans cette époque qui devrait signifier l'épiphanie de tous les assoiffés de vérité ? À première vue, c'est le chaos le plus complet. La majorité des hommes a oublié pourquoi ils sont ici, ce qu'ils sont censés réaliser, qui les a placés là et pourquoi. De plus, la Terre est de plus en plus malade. Des groupes entiers de la flore et de la faune disparaissent purement et simplement. Notre espace vital se rétrécit. La stature humaine s'affaiblit, confrontée qu'elle est à des maladies nouvelles de plus en plus virulentes. Un chercheur avait tout spécialement retenu mon attention durant la dernière pandémie mondiale et j'en avais parlé dans mon podcast « L'humanité mise à l'épreuve ». Son nom est Arthur Firstenberg. C'est un scientifique et journaliste américain qui a également fait des études de médecine. Je ne sais pas s'il s'est jamais soucié de spiritualité, mais il se soucie énormément de l'humain et de tout ce qui vit, ce qui me conforte dans l'idée qu'il est de ces hommes qui sont au chevet du monde et de l'humanité et qui se battent sans relâche pour trouver et dire la vérité. Ne s'agit-il pas là d'une description exacte de la mission de tous les envoyés venus sur terre
afin d'apporter leur pierre à l'édifice de l'élévation du grand champ psychique de l'inconscient collectif. Ces travailleurs, sous la bannière de l'humanité, sont légion, et parfois très différents entre eux, mais quel que soit leur champ d'action, qu'ils soient des auteurs de science-fiction, des mathématiciens qui percent les lois de l'univers grâce à des formules, des réformateurs, voire des inventeurs de génie, tous ils contribuent à l'élévation des hommes et leur œuvre est d'essence spirituelle lorsqu'elle est orientée de manière humanitaire et non pas égocentrique. Arthur Firstenberg a publié dernièrement son livre « L'arc-en-ciel invisible », l'histoire de l'électricité et de la vie, traduit en 9 langues. Jusqu'ici, on ne trouvait en français qu'un résumé de ce livre sur Internet. J'ai bien sûr directement commandé l'ouvrage en français et me suis plongé dans sa lecture. Ceci n'est pas un avertissement, mais il faut savoir qu'une personne qui tombe par hasard sur ce genre de lecture peut en trouver le contenu totalement déprimant et terrifiant. Et oui, la vérité n'est pas facile à entendre, raison pour laquelle tellement d'esprits préfèrent continuer à dormir. Car la vérité que le livre dévoile rend compte que ceux qui se sont depuis des siècles enrichis grâce à l'exploitation industrielle de l'électricité, dont dépend toute la machinerie complexe des modes de vie actuels, n'ont épargné aucun effort pour cacher à l'humanité que l'électricité fait déjà partie intrinsèque de leur vie et que cet ersatz artificiel, je veux dire l'électricité industrielle, est la source de tous les maux qui semblent s'abattre sur l'humanité. En plus de cela s'impose également l'évidence que nous avons dépassé de loin le point de non-retour et qu'il est impossible d'arrêter la locomotive lancée à toute allure sur la voie du progrès depuis 2 siècles. Et combien même nous le pourrions, force m'est de reconnaître que dans son état actuel, l'humanité ne saurait plus du tout comment vivre sans le réseau électrique à sa disposition. L'électricité industrielle s'est imposée partout comme une grossière copie de l'homme, corvéable à merci, un robot dont la touche finale sera apportée par le développement de l'intelligence artificielle et le Wi-Fi des objets ou 5G. C'est tout de même très curieux que l'époque dépeinte dans les anticipations publicitaires comme celle de l'Éden humain retrouvé, soit au contraire celle du stress, du syndrome de fatigue chronique et de la déliquescence généralisée. L'intuition qui avait inspiré l'histoire de Frankenstein à Mary Shelley se trouve être tout à fait exacte. Mais si d'aventure vous êtes de ceux qui ont connu une enfance difficile, vous pensez peut-être détenir les clés du survivalisme, ce qui impliquerait que seul un petit pourcentage de l'humanité pourrait survivre quelque temps encore et accompagner tristement l'agonie de la planète. Bien sûr que non, chers auditeurs, ce n'est pas là le plan de l'esprit universel, et je ne prétends pas m'instaurer en tant que déchiffreur des arcanes du plan divin. Non, j'en appelle à votre sens de la logique, au lieu de se laisser emporter par un flot d'émotions provoquées par le cerveau reptilien. Tout comme moi, vous pensez sûrement à la vie de votre corps en termes d'interactions chimiques et mécaniques réservant l'éventuelle activité électrique aux neurones et au système nerveux
et placez le courant électrique extérieur qui chauffe votre four ou fait tourner votre lave-linge dans un tout autre secteur en tant que phénomène exploitable qui n'a rien à voir avec vous. L'approche de Fyrstenberg sur ce terrain redresse la pensée conventionnelle des hommes vers les évidences qu'elle n'aurait pas dû perdre de vue, car il dit dans son livre ce que la plupart des biologistes nient depuis 2 siècles est que l'électricité est essentielle à la vie biologique, car il y a une ressemblance étroite entre les formes des cristaux liquides connus et de nombreuses structures biologiques. C'est Otto Lehmann qui proposait déjà en 1908 que la base de la vie serait la forme cristalline liquide. Une des capacités des cristaux liquides est de transformer l'énergie chimique en mouvement mécanique. D'ailleurs, comment se fait-il que les organismes vivants utilisent de l'oxygène sans être ravagés par un incendie ? Car l'oxydation libère rapidement et violemment une énergie immense. À propos de cette question, Fyrstenberg explique le rôle des porphyrines en ces termes. Les porphyrines ou pigments photosensibles sont les transporteurs d'énergie les plus efficaces parmi tous les autres constituants de la vie. Elles peuvent transmettre électroniquement l'énergie de l'oxygène à d'autres molécules, faisant que la respiration est possible. Fyrstenberg rétablit aussi le rôle des gaines de myéline, presque totalement négligées par les chercheurs, et dont la dégradation provoque la terrible sclérose en plaques. C'est Robert O. Becker, chirurgien orthopédique, qui, dans les années 70, a découvert que les gaines de myéline sont en réalité des voies de transmission électrique. Fyrstenberg écrit aussi plus loin. Comme l'ont souligné les chercheurs en gérontologie, le moteur de notre vie est le système de transport des électrons dans les mitochondries de nos cellules. C'est là que l'oxygène que nous respirons et la nourriture que nous mangeons se combinent. Depuis les années 1840, à un rythme progressif mais accéléré, nous avons plongé notre monde et tout le vivant dans un brouillard de champs électromagnétiques de plus en plus denses. Ces champs exercent des forces sur les électrons de nos mitochondries et les freinent. Aucune cellule, ni cérébrale, ni cardiaque, ni musculaire, ne peut travailler à sa capacité maximale. Fin de citation. Le composé chimique que l'on appelle M, He accent grave Me, est une porphyrine liée au fer et l'enzyme qui le contient, qui existe dans chaque cellule et qui rend la respiration possible, est connu aujourd'hui sous le nom de cytochrome oxydase. Le professeur Otto Heinrich Warburg a reçu en 1931 le prix Nobel pour cette découverte. La fabrication d'M dans nos cellules peut être inhibée par une grande variété de produits chimiques toxiques, ainsi que par l'électricité, en exerçant une force qui modifie la vitesse des électrons transportés le long de la chaîne des cytochromes vers l'oxygène. C'est cette lente asphyxie du métabolisme qui provoque les grandes maladies de civilisation, cancer, diabète et maladies cardiaques. Les micro-ondes déclenchées aujourd'hui dans toutes les maisons et à chaque coin de rue par la technologie sans fil ont un effet délétère sur la barrière hémato-encéphalique,
causant un dommage alarmant au bouclier qui protège le cerveau de l'invasion des bactéries, des virus et des produits chimiques toxiques. De plus, les impulsions de micro-ondes et l'électricité en général privent le cœur d'oxygène en raison d'effets cellulaires. D'ailleurs, n'est-il pas troublant de se souvenir que lors de la dernière pandémie mondiale, les autorités médicales demandaient d'enfoncer bien profond les testeurs PCR dans les narines, là où se trouve la fragile barrière hémato-encéphalique, afin de réaliser, disait-on, des tests valables. Quand bien même notre civilisation a atteint aujourd'hui un niveau d'intelligence qui peut facilement prouver que toute vie est d'abord électrique. Arthur Firstenberg rappelle dans son livre, je cite, « La Terre en rotation avec son centre constitué en majorité de fer, protégé par la ionosphère, puis la plasmasphère, délimitée par les ceintures de radiation de Van Allen, constitue avec sa traîne une magnétosphère exposée au vent solaire, une sorte de gigantesque dynamo, un système électrique complexe. Toute vie sur Terre est connectée à notre ionosphère, comme par des fils invisibles. Les échanges électriques entre la croûte terrestre et l'atmosphère sont permanents et constants. Ils sont en équilibre précaire et constituent une sorte de respiration électrique de tout le système qui a permis à la vie de se développer du fait de la planète chargée en ions négatifs par rapport à la ionosphère chargée positivement. On note un champ électrique vertical moyen de l'ordre de 130 volts par mètre, avec des valeurs pouvant s'élever à 4000 volts durant les orages, par exemple. En 1953, on a également découvert un des paramètres primordiaux de cette oscillation électrique de notre environnement avec les fréquences de Schumann. Fin de citation. Je ne sais pas vous, mais l'image que cela m'évoque instinctivement est celle de Nikola Tesla, assis tranquillement dans son laboratoire, alors que se déchaînent au-dessus de lui de puissantes décharges électriques. Et s'il avait voulu démontrer que nous sommes un, avec la force électrique de ce monde, et qu'il ne faut pas la craindre, mais la comprendre, ne pas vouloir domestiquer pour son propre intérêt la puissance de la foudre, puisque globalement et de manière désintéressée, nous en faisons déjà partie. Toute vie sur Terre participe, de par l'électricité, à la vie entière de la planète, et toute vie consciente participe au plan de la vie sur Terre, c'est-à-dire au plan de sa recréation continuelle au gré de l'élévation de la conscience globale de l'humanité. C'est de cette manière que nous devons comprendre les révélations du livre d'Arthur Firstenberg. Nous sommes les co-créateurs de Dieu sur la terre, où, hormis une destinée personnelle et sociale qui doit être vécue dans la communauté humaine, nous devons comprendre que seules deux choses existent réellement. Premièrement, notre conscience, la forme la plus élevée d'énergie électrique qui comprend une puissante force magnétique bipolaire, qui attire et redonne, c'est-à-dire qui aime et qui crée. Et deuxièmement, l'énergie électrique globale de ce monde que nous devons apprendre à utiliser de la juste manière. La matière visible constituant le verdict final de nos intentions par un résultat lumineux ou obscur de notre action. Lors d'une de ces conférences,
La scientifique Jacqueline Bousquet déclarait à l'instar d'Einstein que la matière n'a aucune réalité, que c'est une forme prise par l'énergie, et elle ajoutait que l'on pourrait dire que l'être humain est comparable à une projection holographique. Cette surprenante déclaration m'a longtemps perturbée, car si c'est bien le cas, où donc se trouve le projecteur? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un hologramme? Un hologramme est une image tridimensionnelle provenant de l'enregistrement des interférences de deux ondes, l'une directement issue d'une source, l'autre ayant été diffusée par l'objet. Très différent d'une photographie, il a l'étonnante propriété que chacune de ses parties puisse reconstituer l'image d'ensemble de l'objet. Dans un hologramme, chaque partie est dans le tout, et le tout est dans chaque partie. L'ensemble des informations concernant l'objet est enregistré en chaque point de l'hologramme. Celui-ci peut donc être brisé, chaque morceau conservant sa capacité de reproduction totale. L'hologramme peut également être observé sous plusieurs angles comme l'objet initial. Cette découverte permet une représentation élargie et nouvelle de la réalité qui est proche de l'idée antique, ésotérique et panthéiste de l'homme à la fois microcosmos et microthéos. Cette citation provient du livre « L'absolu n'a besoin de rien » de l'écrivain et poète français Antonin Artaud. L'explication de Furstenberg de la biologie humaine m'a soudain éclairé sur les propos de Madame Bousquet, car s'il y a bien un photon derrière chaque atome de notre enveloppe physique, lui-même amené du Soleil à la ionosphère de notre planète du fait de son activité dynamique, alors, oui, toutes ces particules de lumière se projetant dans l'espace et le temps, de l'immensément grand vers l'infiniment petit jusqu'à notre mesure et dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, font que nous ne sommes, en fait, qu'une projection de lumière en forme de structure cristalline consciente. Les ondes radio, les ondes des radars, les micro-ondes et les champs électromagnétiques que l'utilisation de l'électricité industrielle engendre, ou électrosmog, comme on dit aujourd'hui, agressent de plus en plus l'organisme humain, lui-même de nature électrique. Ces agressions devenant multiples au gré des perturbations présentes dans notre atmosphère ont été cataloguées par le corps médical comme sensibilité électrique ou neurasthénie, voulant dire fatigue neuronale. Le jeune psychiatre Sigmund Freud rebaptisa la neurasthénie en névrose d'angoisse et priva ainsi des milliers de patients de soins adaptés à leurs conditions. Sans plus d'éclairage sur les causes réelles des malaises ressentis par une couche croissante de la population mondiale, au gré des mises en service d'appareillage électrique et électronique et de par la ressemblance des symptômes avec une maladie rarissime avant la découverte de l'électricité, on appela cela la grippe. Et Arthur Furstenberg clarifie la confusion permanente en écrivant qu'il y a deux sortes de grippe, la grippe virale ainsi que la grippe qui est une réaction de l'organisme à l'électrosmog. Raison pour laquelle on peut être détecté avec le virus sans aucun symptôme de la maladie et être déclaré sain alors que l'environnement nous rend gravement malades.
D'après Fyrstenberg, et il apporte une documentation sans faille, la grippe a opéré un changement rapide et profond de l'environnement électromagnétique de la Terre 6 fois dans l'histoire. Premièrement, en 1889, le rayonnement harmonique des lignes électriques a fait son apparition, commençant à étouffer l'activité magnétique naturelle de la Terre. L'ère des réseaux électriques a été inaugurée par la pandémie de grippe de 1889. Deuxièmement, en 1918, mise en service à des fins militaires, de centaines de puissantes stations de radio de basse et très basse fréquence. L'ère de la radio a été inaugurée par la pandémie de grippe espagnole de 1918. Troisièmement, en 1957, l'ère du radar débuta, projetant des millions de watts d'énergie micro-ondes vers le ciel. L'ère du radar fut ponctuée par la pandémie de grippe asiatique de 1957. Quatrièmement, en 1968, démarra l'ère des satellites, ponctuée par la grippe de Hong Kong de 1968. Cinquièmement et sixièmement, ère du sans-fil et du programme HARP, début du XXIe siècle, amenant les pandémies que nous connaissons. Ajoutons à cela, en tant qu'héritage de la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie de la pétrochimie naissante, qui a fait que les produits chimiques synthétiques allaient se retrouver littéralement partout. Finalement, l'ampleur de l'empoisonnement étant trop important, la médecine environnementale est née en 1951 en tant que spécialité médicale. Plutôt que de considérer les pandémies de grippe comme l'ennemi à abattre, il vaudrait sans doute mieux plancher un peu sur les fléaux actuels, car le diabète, l'obésité et le cancer, affections plutôt rares avant l'invention de l'électricité, sont sur le point de décimer l'humanité et que toutes les accusations de sédentarité, de malbouffe et de mauvaises habitudes de vie ne reposent sur aucune preuve sérieuse. En 1900 déjà, George Darrell Ménard, médecin sud-africain, constatait que contrairement à toutes les autres maladies, le cancer et le diabète étaient en constante augmentation. Il suggéra ce qui suit. Une seule cause, me semble-t-il, correspond au fait connu, la radioactivité et divers phénomènes électriques qui ont été accusés de produire des cancers. L'étude sur les porphyrines que nous livre Arthur Fyrstenberg éclaire un angle bien plus révélateur des maladies dites de civilisation. Car la névrose d'angoisse de Freud devient explicable lorsqu'il s'agit d'une partielle incapacité à métaboliser l'oxygène que l'on respire, que la boulimie semble inévitable lorsque les glucides que l'on absorbe sont difficilement métabolisés pour être convertis en énergie, qu'un métabolisme ralenti et affaibli, car perturbé sans cesse par la présence de champs électromagnétiques artificiels, prédispose l'organisme à toutes sortes de dysfonctionnements jusque dans le sang. Et on n'imagine même pas les ruses utilisées afin de bloquer l'information qui aurait été utile à de larges tranches de population. Fyrstenberg relate ceci. Les effets des ondes radio sur la glycémie sont extrêmement bien documentés. Cependant, aucune de ces recherches n'a été effectuée aux États-Unis ou en Europe. Les autorités médicales
peuvent prétendre que cela n'existe pas, puisque la plupart des publications sont publiées en tchèque, polonais, russe et autres langues slaves dans des alphabets étranges et n'ont pas été traduites dans des langues familières. Voilà, chers auditeurs, c'est sur cette note d'ironie que je finis ce podcast et reprends l'avertissement final d'Arthur Firstenberg. La raison pour laquelle la vision technologique échoue est fondamentale. Elle perpétue l'erreur que nos ancêtres ont commise en 1800. La terrible décision de traiter l'électricité comme un élément extérieur, une bête étrange qui opère en dehors des lois de la nature. Nous ne reconnaissons l'existence de l'électricité que dans la mesure où elle fonctionne pour nous. Sinon, nous prétendons qu'elle n'existe pas. Nous ignorons l'avertissement émis en 1748 par Jean Morin, selon lequel l'exploitation de l'électricité est une ingérence dans la vie. Je m'appelle Charlotte Lesturgie et les intermèdes musicaux ont été créés par Pierre-Emmanuel Bell. Merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt pour d'autres podcasts de lumière spirituelle.